de la T3 Uni, s'il te plaît. La liste des intervenants. Pourquoi? Alors, juste avant de démarrer, nous avons préparé des petits cadeaux pour les intervenants. Voilà. Donc, Laurent qui nous a ramené des produits de sa propre production. Donc, je vais appeler sur la scène... Alors, Nicolas, tu es déjà là, c'est parfait. Elle est où? Donc, c'est bien, tu ne connais mais pas non, l'adresse. je ne suis pas connecté au web. Et je ne peux pas. Bon. Alors, donc, tous les intervenants qui ont présenté une conférence, s'il vous plaît, je vais vous demander de venir sur scène. Non, tu ne vas pas te gaver de confiture à la châtaigne, Dominique. De mémoire, il y a 6 pots quand même, donc c'est pas mal. Ceux qui vont présenter aussi. Ceux qui ont présenté même des années précédentes. Non. Non. Laurent, tu veux bien nous parler un petit peu de ce que tu nous as concocté quand même? Ils sont tous obligés de monter sur scène, là, même lui? Oui, bien sûr. Deuxième tentative. Alors, est-ce qu'il y a des arts des choix dans la salle? Non, très bien. Donc, je vous ai concocté la meilleure confiture de châtaigne de toute l'Ardèche, je me permets de le dire. Voilà, du coup, depuis année, j'ai quitté la grande ville pour aller me poser un peu à la campagne et en parallèle de mon activité dans le web, on fait avec des amis une ferme. Et du coup, histoire de mêler les deux, j'ai amené à la demande de Cyril un assortiment de confitures de châtaigne qu'on fait chez nous. Donc vous verrez, il y en a plein de différentes et elles sont super bonnes. Et vous verrez qu'il y a une édition custom de confitures de châtaigne à la noisette avec l'identité de la Typo 3 Université, sur lequel vous trouverez mes contacts en cas de besoin. Voilà. S'il y a des confitures de châtaigne, j'ai amené du stock, donc je vais tweeter sur le Twitter de l'Uni l'adresse du site de la ferme, comme ça vous pourrez les voir et vous pouvez me trouver assez facilement, je suis par là, donc si jamais vous voulez ramener de la confiture de châtaigne par chez vous, n'hésitez pas. Bon, merci beaucoup Laurent. Voilà, bon bah Nicolas, écoute... Oh, merci. Voilà. Non, le pot de confiture. Romain, Dominique, Rachel. Ça a l'air de pas mauvais du tout. Je partagerai pas. Oui. Ah oui, tout à fait. Tu as de quoi prendre la photo? Ouais. Bon, on va faire ça à la pause du coup. Alors, comme ça, on... Alors, et puis après, je vous ai préparé. Enfin, c'est pas moi, mais surtout, c'est les imagineurs qui ont organisé la communication sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu donc le Twitter T3 Uni et le Facebook, qui était une nouveauté cette année. Nous ont aussi concocté des petits courts-métrages de fiction autour de Typo 3. Donc c'est une grande première et nous allons vous les présenter après la conférence de Nicolas. Voilà. Nicolas, je ne vais pas te prendre trop de temps sur ta conf. Tu peux. Ça va? Ça va pas durer 1 heure. Tout marche, tout est ok? Non, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est normal, c'est l'effet démo. Ok. C'est un concept obligatoire et nécessaire. Il me reste beaucoup trop de confitures sur les bras. Il y a des conférenciers qui ne sont pas venus chercher. Alan, les gens qui ont animé aussi les ateliers. Et Paul n'est pas là aujourd'hui, apparemment. Cédric non plus, oui. Laurent, tu fais bien de passer nous voir. On
m'a dit que tu aimais aussi bien la confiture de châtaigne. On tient à te remercier au nom de toute la communauté francophone de nous avoir accueillis une fois de plus à Polytech. Ça nous rend un énorme service. Celui-là, c'est pour moi. Avec plaisir. Bon, mais avec Nicolas. Nicolas, tu vas te présenter un petit peu et puis après, on va regarder ce que tu as à nous montrer. Oui. Tout d'abord, bonjour à tous. On va essayer, j'ai essayé cette année de faire une conférence sur des choses un petit peu différentes que l'on peut faire avec Typo 3. L'objectif, c'est de vous présenter tout d'abord un prototype avec une application métier qui permet de gérer un bâtiment, de pouvoir gérer des locaux et de pouvoir faire aussi également des choses un peu plus fun. Alors, est-ce que ça va se lire? Donc là, je vais vous présenter quelque chose qui permet de faire de la domotique à partir de Typo 3. Donc je suis Nicolas Garabédian, je suis ingénieur en recherche et développement dans la société Anaro Group, dont je suis également cofondateur. Et notre métier, c'est de faire, en plus du web, ce qu'on en appelle aujourd'hui des objets connectés. Les objets connectés, c'est quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. On peut retrouver un objet connecté comme par exemple, j'ai assisté à la création d'un porte-parapluie, tout bête, mais qui a une fonction, c'est de s'éclairer en rouge lorsqu'il va se mettre à pleuvoir dans les 2 heures. Donc celui-là est connecté à Météo France, récupère la météo, et en fonction de ça, il s'éclaire en rouge au passage de son utilisateur devant. On peut trouver beaucoup d'autres objets connectés, comme des radios-réveils, qui se connectent par exemple... il y a plus de pile. Ah non, on va changer de micro. Ça va pas faire mal, détends-toi. T'es sûr? Vas-y, fais l'image. 1, 2. On n'entend rien. Si. Voilà. Oui. Donc on peut trouver d'autres objets connectés, par exemple un radio-réveil multimédia qui va aller chercher sur son agenda Google les rendez-vous que l'on a le matin, programmer l'heure du réveil 2 heures avant, et puis se réveiller par exemple avec sa liste Spotify ou sa liste Deezer de musique. Là, les objets connectés, nous on est parti d'un projet avec une certaine genèse. La genèse aujourd'hui, c'est de dire il y a un constat simple, c'est que l'énergie est un enjeu, la gestion du bâtiment doit être simple et la sensibilisation doit être portée sur tous les collaborateurs de l'entreprise et ou de l'administration. Donc notre défi, c'était de définir un modèle de gestion de bâtiment, donc modélisation de bâtiment, modélisation de zones, de pièces, on pourrait appeler ça, avoir une interface web simple et paramétrable. Là, on est parti sur une interface sous Typo 3. Gérer des équipements dans le temps. Des équipements, ce sont des éclairages, des chauffages, des climatisations, des systèmes qui permettent de gérer de la pression également dans les bâtiments, de mesurer et d'optimiser, et d'avoir une interface adaptée. Pourquoi l'avoir installé sur un Raspberry Pi? Bon, la réponse c'est pourquoi pas, finalement. Pourquoi? Bon, parce que tout d'abord, on a une plateforme libre. Il y a une forte communauté aujourd'hui autour de ces petits ordinateurs. On a des interfaces de type GPIO, c'est-à-dire qui permettent de communiquer avec les équipements environnants. Et puis, on a une Linux Debian embarquée, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Le Raspberry Pi, c'est quoi? Je peux vous en montrer un. C'est un petit ordinateur format carte de crédit. Ça ressemble globalement à ça. On a donc dessus un ARM, c'est le processeur, 700 MHz, ça aurait pu être 800, 900, bon.
un processeur graphique avec une sortie HDMI, 512 mégas de mémoire vive, de l'USB, du LAN, de l'audio, des GPIO, un lecteur de carte SD pour pouvoir installer le système d'exploitation, et puis surtout une consommation de moins de 5 watts. C'est-à-dire qu'en gros, ça consomme strictement rien. Même si on en met 4 ou 5 pour pouvoir faire, par exemple, un petit serveur de développement Typo 3, on va se retrouver avec quand même un ordinateur qui consomme 3 fois moins qu'un serveur classique. Modélisation des bâtiments. Donc là, on est parti sur une application Typo 3, qui est une extension à part entière que je vous présenterai en deuxième phase. Et puis, donc on a essayé de modéliser des bâtiments, de définir des zones, d'attacher des sondes. Donc le but, c'est de rendre le bâtiment intelligent, de pouvoir relever, par exemple, de la température, de la lumière, mais plein d'autres paramètres, de la pression, des champs magnétiques, etc. Et ensuite, de connecter des switchers. Les switchers, pourquoi? Qui dit intelligence du bâtiment, dit également, si j'ai un relevé quelconque de température ou de lumière, je dois pouvoir contrôler à la fois mes éclairages, à la fois mes chauffages, mes climatisations et autres équipements qui soient commutables. La deuxième partie, c'était de faire une architecture évolutive. Donc là, c'était pouvoir attacher n'importe quel équipement à l'interface web. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique ou en gestion ou en ingénierie du bâtiment doit pouvoir se dire, dans telle zone, j'ai une sonde de température, j'ai X chauffage, j'ai une consommation énergétique de temps. Les enjeux, c'était donc d'interconnecter les équipements, de lire les données, d'avoir donc des passerelles vers les ports GPIO, ce qui permet de contrôler l'intégralité des équipements, une passerelle vers les données analogiques, je réceptionne des données, je dois pouvoir les traiter, et puis de faire ensuite une restitution de ces données. Une architecture assez simple, une interface web Typo 3, un back-office low-level avec des applications Python qui permettent de contrôler les sondes et les différents éléments, un Raspberry Pi GPIO pour pouvoir attacher physiquement ces bâtiments, ces interfaces, des interfaces de conversion analogique vers le numérique pour pouvoir exploiter, et puis ce qu'on appelle des relais switching, c'est-à-dire toute la partie qui permet de faire l'interruption ou l'ouverture de différents éléments actifs comme une lampe. Installation optimisation, qui dit Raspberry Pi, dit également un développement qui doit tenir dans un mouchoir de poche. Bon, on est parti là sur du PHP CGI, du light HTTPD, qui est un serveur beaucoup plus light qu'Apache, qui possède effectivement moins de fonctionnalités. On aurait pu mettre du NGIX. Il se trouve que sur le Raspberry, lors de nos différents tests, le light HTTPD était plus performant. Du VRingPy, ça ce sont des librairies très bas niveau qui permettent d'accéder au système. De la Dafruit, c'est une autre librairie qui permet de se charger de données analogiques en données numériques. Typo 3 avec extension minimum, templating en mode marqueur, extension métier avec requête SQL optimisée pour pouvoir faire ça. Bon, pour pouvoir faire cette présentation, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec, je veux dire, ma petite mascotte, si elle est toujours là, avec moi ou pas. A priori, elle est toujours là. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour Gina. Ah, elle a du mal à me reconnaître. Bonjour Gina. Bon, décidément, la reconnaissance vocale ne fonctionne pas très bien. Gina, bonjour. Bon. Effet démo. Non, même. Gina, bonjour. Elle arrive à rien reconnaître. Tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Alors, viens, on va couper ton micro. On va retester.
Bon, l'ensemble des phrases que vous voyez à l'écran représente la reconnaissance vocale et la synthèse vocale. Vous avez certainement dû voir d'ailleurs dans l'écriture qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Ces fautes d'orthographe sont volontaires pour essayer d'avoir une synthèse vocale le mieux possible. L'ensemble là des questions que j'ai posées à Gina, il faut savoir qu'en fait, ce sont des réponses de type O3. Et c'est là où est la force de la reconnaissance vocale. Le projet Sarah, le concept, c'était à partir de phrases décrites dans un langage XML qui représente chaque mot et la syntaxe grammaticale de la phrase, donc avec un terme qui permet de démarrer la reconnaissance vocale et un terme qui permet d'arrêter la reconnaissance vocale, d'envoyer en fonction des mots que j'ai, d'envoyer une requête de type HTTP. Si par exemple je demande « Gina, allume la scène », là on va bien voir, on voit, j'ai dit « allume », donc j'ai un state qui est à 1, je lui ai dit « la scène », donc « l'en-scène », et je lui ai dit de changer le statut. Et elle allume automatiquement la lumière. Gina, allume la zone droite. Là, on revoit pareil, lampe droite. L'action, c'est le statut est à 1, donc je demande d'allumer. Et là, je lui demande de changer de statut. Elle a dû l'allumer par là. Mais je pourrais aussi également lui demander Gina, éteins tout. Gina, éteins tout. Voilà. Donc là, je lui demande lampe all. Là, l'action, c'est éteindre 0. Et en fonction du mot allume ou éteint, elle va pouvoir lancer un ensemble d'éléments qui permet d'éteindre chacune des lampes. Elle n'a pas terminé. Elle ne devrait pas tarder. Donc, le concept de cette reconnaissance vocale, c'est de pouvoir faire des requêtes vers un serveur web et d'avoir des actions. Mais ça va plus loin que ça. Puisqu'il faut savoir que dans l'ensemble des requêtes, elle me renvoie le fichier. Oui. Elle me renvoie le fichier le fichier XML ou le lieu où est stocké le fichier XML. C'est-à-dire qu'en fonction de certaines questions, je peux générer des fichiers XML qui peuvent entraîner d'autres questions. Bon, là, ça reste sur un prototype, donc j'ai pas encore eu le temps de terminer toute la partie génération de la grammaire à partir de typo 3, mais cela reste en cours. Ensuite, je vous ai parlé de la partie genèse du projet. Donc là, on a une plateforme qui permet de générer différents bâtiments. Donc là, je peux me connecter sur ma liste des bâtiments. Sur ma liste des bâtiments, aujourd'hui, j'ai défini, je ne sais plus ce que j'ai défini, mais j'ai dû définir la salle de conférence de la T3 Uni. En même temps, je vais vous montrer comment on fait également des relevés. Alors là, par contre, je vois rien du tout. Pas très pratique, mon truc. Donc le but, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir faire des relevés. Aujourd'hui, je suis venu avec un proto qui possède 2 sondes. Donc j'ai défini la salle de conférence. Dans la salle de conférence, j'ai défini des zones, une estrade, qui est la zone centrale, la zone droite scène et la zone gauche scène. Pour chacune de ces zones, j'ai défini les enregistrements typo 3, ce qu'on appelle des interrupteurs, qui est le projecteur central, le projecteur de droite et le projecteur de gauche. Ensuite, j'ai défini 2 sondes. Chaque sonde est définie tout simplement par un type de sonde, une pièce et une commande. Mais je pourrais également utiliser un web service, utiliser un port numérique qui permet de piloter mes sondes pour pouvoir récupérer les différentes informations. Pour chacune des sondes, je peux spécifier si celle-ci doit être backupée ou pas. À partir du moment où elle est backupée, on va utiliser les fonctions typo 3 de scheduler qui vont permettre d'enregistrer les valeurs à intervalles de temps réguliers pour pouvoir affiner mon ingénierie du bâtiment. Là, je vais programmer, et on regardera le résultat en fin de présentation, je vais aller programmer cette sonde. Je vais chercher ma sonde. Là, j'en ai plusieurs. Je vais prendre la sonde de température.
je vais lui dire de passer toutes les... donc mon scheduler doit être programmé toutes les 10 minutes. Je vais lui dire de passer toutes les 10 minutes. Ah oui, pardon, merci. Donc là, j'enregistre. Mon cron est programmé. Je ne me charge pas de ça. Il va définir. Pour la partie front office, le but c'est de sensibiliser les gens à l'économie d'énergie et de pouvoir diffuser sur un intranet un certain nombre d'éléments. Donc là, on a défini ici l'estrade centrale. Il fait actuellement 21,54 °. On a une valeur de 48 lumens. J'ai un switch qui est le projecteur central. Dans ma zone de droite, je n'ai pas de sonde attachée. J'ai un switch qui est le projecteur de droite. Et dans la zone gauche, pas de sonde attachée. Et j'ai bien ici un switch qui permet de contrôler le projecteur de la zone gauche. Je retrouve finalement exactement mes informations que j'ai dans mon back-office et que je veux diffuser à l'ensemble de mes collaborateurs. Si je veux contrôler une lumière, bon là j'ai quelques petits soucis de performance, c'est un peu long à démarrer, mais ici je peux en allumer une. Là, je vais pouvoir en allumer une deuxième. Donc, à partir d'une interface web simple, je peux contrôler des éclairages. Bien évidemment, là, le transport en avion ne m'a pas permis d'emmener des électrovannes de chauffage ou des rupteurs de climatisation qui sont un petit peu gros. Mais on peut facilement extrapoler et se dire qu'à partir d'une interface web, je peux définir une température et dire ma clim ou mon chauffage diminue en fonction de la température. Ensuite, dans la partie un petit peu sympathique, je vous ai dit tout à l'heure que l'intégralité des vocalises de Gina était faite à partir de typo 3. Chose assez simple. Tout à l'heure, je lui ai demandé « Gina, présente-toi ». Là, je définis simplement dans l'extension typo 3 le fait d'avoir un affichage de type Gina. Et dans les Gina parameters, je lui demande un text to speech. J'écris mon texte. Si jamais je veux pouvoir demander à Gina, par exemple, Gina, donne la température. Je ne sais pas si elle a pu comprendre ce que je lui ai dit. Gina, donne la température. La température moyenne est 23,15 degrés Celsius. Cette commande-là, elle est faite directement dans typo 3. Je vais dans ma zone température, dans ma zone de contenu, et je lui ai dit cette fois-ci, toujours d'afficher Gina, je lui ai dit que c'était une sonde d'information, et j'envoie ma commande intégrale. Echo, la température moyenne est de get température, degrés Celsius. Get température étant une des fonctions qui, dans l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure, est une application en Python qui permet de contrôler l'intégralité des sondes de température analogiques. C'est à quel endroit que tu indiques le donne la température? Alors, oui, je vous ai parlé de structure XML grammaticale. Donc, la partie reconnaissance vocale, là, la force, c'est, je vous ai dit, c'est de pouvoir générer différentes requêtes. Pour cela, je crée des macros. Chacune de ces macros est au format XML. Typiquement, là, je veux éditer. Donc, je me retrouve avec un exemple. Gina, quelle est la température moyenne? Je lui dis que c'est un nouvel objet. Ensuite, je vais lui donner des différentes définitions possibles, différentes typologies de phrases. C'est Gina, quelle est la température moyenne? Gina, donne la température moyenne. Gina, donne la température. Gina, quelle est la température? À partir de ça, elle va me créer une requête qui aura comme premier paramètre ID égale 17, qui correspond tout simplement à la page typo 3.
Ensuite, les attributs, c'est donc l'URL vers la plateforme web. Et là, il compose sa requête. Mais ça va plus loin que ça, puisque je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de la composition de requêtes en fonction des mots qui sont déterminés. Voilà une composition de requêtes. Donc là, j'ai Gina allume la scène. Je lui dis, Gina, si c'est le mot allume, on crée un paramètre state 1. Si c'est le mot éteint, on crée un paramètre state 0. Ensuite, je lui demande la scène, écrit volontairement S-A-I-N-E, pour bien qu'elle puisse comprendre le terme dicté. Et là, je lui dis de créer engine lampe scène, zone droite engine lampe droite, zone gauche, etc. Et ensuite, je lui dis l'action, c'est change engine statut. Et là, tu vas vers ce web service-ci. Ensuite, on peut dire, pour éviter le bruit ou maximiser la reconnaissance, un paramètre 1 étant le maximum, c'est-à-dire qu'il faut que la reconnaissance vocale soit au maximum de termes reconnus. Bon, généralement, on met un paramètre de reconnaissance vocale à 80, enfin entre 80 et 90%. Si j'abaisse, elle risque de lancer des commandes sans avoir reconnu la moitié des mots. L'intégralité de ces fichiers XML peuvent être générés en réponse à une question à partir de l'interface web. Voilà un petit peu le prototype. Je vais regarder si on a des données qui sont arrivées pour pouvoir analyser ensuite le bâtiment, parce que le but c'est de pouvoir analyser et d'avoir des synthèses énergétiques de ce que l'on fait. J'ai un relevé qui a été fait pour l'instant. On va forcer un peu le destin. Voilà la température, hein. Donc on était à 21,55 degrés. Mon serveur n'est pas du tout à l'heure. Et puis ensuite on a chuté vers 21,20 degrés. Et on peut continuer comme ça l'intégralité des relevés pour avoir tous les graphiques nécessaires pour pouvoir analyser son bâtiment. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Après, effectivement, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut extrapoler. Aujourd'hui, bon, je vous ai dit, j'ai pas pu emmener, mais j'ai un certain nombre de sondes actives, dont entre autres énormément de sondes de température intérieure, extérieure. On peut faire communiquer tout ça sans fil par différents moyens. Ça peut être le Wi-Fi, mais ça peut être aussi des moyens beaucoup plus simples qui sont la radiofréquence. On peut également utiliser le courant porteur pour pouvoir faire communiquer des prises ou communiquer des objets divers et variés. Utiliser également tout simplement l'Ethernet qui reste quand même la solution la plus efficace. Dans la partie électronique, il y a un petit peu de conception tout de même. Aujourd'hui, le Raspberry sort des données simples. Donc il peut lire par ses ports GPIO une impulsion qui a un certain voltage, entre autres, bon là c'est 3,3 volts, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être autre chose. Et ça à un moment, il faut le transformer pour pouvoir piloter du 220 volts du courant. Là je vous laisserai me voir individuellement pour la partie électronique, parce que je ne pense pas que ce soit le lieu et l'endroit pour pouvoir parler de circuits qui permettent de piloter des relais ou de faire de la conversion diverses et variées pour pouvoir lire ou interagir avec des objets. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une application complète sous Typo 3. On a modélisé également nos bureaux. Donc là, toujours très très simple, on a défini des pièces, 3 bureaux, une salle de réunion. Là on a défini un petit peu plus de sondes, puisqu'on en a un petit peu plus de disponibles.
On a 2 sondes de température, une sonde. On a, c'est dommage, je crois que j'ai effacé tous les graphes. Bon, sinon, j'ai l'intégralité sur un mois de toutes les températures du bâtiment. Et là, on peut commencer à faire des choses intéressantes puisque avec Météo France, je peux récupérer la température extérieure. Et là, je peux mettre en corrélation la température extérieure avec la température qu'il fait dans mon bâtiment. Et à partir de là, je peux facilement définir quel est le seuil de température minimum extérieur à partir duquel mon bâtiment va perdre n degrés par heure. Donc généralement, il ne faut pas s'inquiéter tant qu'on ne perd pas plus d'1 degré par heure. Bon, il se trouve que nous, dans nos bureaux, par exemple, en dessous de 8 degrés de température extérieure, pour 20 degrés de température intérieure, on perd 1 degré par heure. On sait que la consommation maximum d'un chauffage électrique, de base, c'est l'action de chauffer la résistance, le premier coup. Donc le but, c'est d'avoir, si on sait qu'on perd 1 degré par heure pour garder une température de 20 degrés, je vais pouvoir créer des règles qui vont au-delà de ça, pour dire, si jamais la température dans 2 heures, grâce à Météo France, descend en dessous de 10 degrés, m'actionner mon chauffage malgré qu'il y ait une température intérieure de 20 degrés, donc on va monter à 20 degrés 5, 21 degrés, pour pouvoir éviter de consommer de l'énergie. C'est-à-dire que mon chauffage va s'allumer toutes les 3 minutes, pendant 30 secondes ou 1 minute, pour garder la résistance chaude, et pour garder également l'inertie du bâtiment. Alors là, effectivement, on ne fait pas, sur des petits bâtiments, l'économie n'est pas énorme. À titre perso, l'économie est d'à peu près une 500aine d'euros quand même de chauffage sur l'année. Mais si on imagine un bâtiment industriel de plus de 3000 m², effectivement, les économies peuvent être complètement différentes. Et la dernière chose, de pouvoir proposer cette extension ou de pouvoir proposer ces données avec des graphes dans un intranet, ça permet aussi de sensibiliser l'intégralité l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise ou d'une administration à l'économie d'énergie et d'avoir pour objectif de faire diminuer sa courbe énergétique. Et le fait de pouvoir mettre ça à disponibilité sur un intranet, effectivement, c'est un challenge et je pense une fonctionnalité qui, dans les années à venir, pourra devenir très intéressante. Voilà. Gina, éteins tout. Je sais pas si elle a repéré. Non, Gina, n'éteins pas. Ça va pas repérer. Alors, c'est vraiment hallucinant, Nicolas. C'est la première fois que je vois une conférence comme ça depuis 10 ans. Ouais, mais il y a quand même quelques petits ajustements en fait. Hein, la reconnaissance vocale. On a travaillé là dernièrement justement sur la partie analyse. Et c'est pas quelque chose de simple. Enlever le bruit environnant. Je suis pas non plus dans de bonnes conditions parce que c'est le micro de mon ordinateur. Vous avez aussi vu un Windows. J'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, dans les projets de reconnaissance vocale, malheureusement, on a fait le tour. Il y en a 2 qui valent le coup. Hein. Il y a celui d'Apple qui s'appelle Siri, mais malheureusement, les sources ne sont pas disponibles pour pouvoir l'utiliser dans du code. Enfin, les sources. Une API n'est pas mise encore à disposition pour pouvoir l'utiliser. Il y a Sphinx sous Unix, enfin Linux, qui est un projet open source de reconnaissance vocale. C'est une véritable catastrophe. Ça marche vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'on va lui demander allumer une lumière, puis il va nous donner la température par exemple. C'est-à-dire qu'il ne se met même pas en erreur, il va sortir des faux résultats. Et ensuite, il y a la reconnaissance vocale de Microsoft, qui est à mon grand désespoir la meilleure. Et en plus de ça, Microsoft a fait une API disponible sous .NET qui permet de l'utiliser pleinement et donc de faire ce genre de choses. Je vous invite à aller voir le projet Sarah sur Internet. Hein, vous tapez s.a.r.a.h, je crois que le H est à la fin. Et là, vous verrez, ça va vraiment très très loin. C'est couplé avec un serveur Node.js. Et en gros, son concepteur discute avec Sarah. Donc il y a tout le bâtiment tout son appartement est géré par Sarah. Et il va faire une demande, par exemple, donne-moi l'intégralité des films qui passent au cinéma. Il a la liste de films. En même temps, son serveur Node.js a généré tous les fichiers XML avec les titres des films, la salle où c'est. Et ensuite, il pose pour tel film, dans tel cinéma, à quelle heure. Et là, Sarah lui répond, il est joué au cinéma de Paris, machin, à telle heure. Donc voilà, on peut vraiment créer des grosses interfaces.
Nicolas, est-ce qu'on pourrait envisager, du coup, pour bypasser ce problème que tu as là de reconnaissance vocale, d'utiliser un iPhone ou un téléphone Android pour, à la fin, peut-être récupérer une information positive ou négative? Le meilleur micro, c'est la Kinect. D'accord. Microsoft a encore fait quelque chose de bien. Ça me fait 2 fois que je dis Microsoft a fait quelque chose de bien. Prends ton micro, par contre, s'il te plaît, parce que sinon, sur le stream en live, les gens peuvent pas entendre ce que tu dis. Effectivement, là encore, Microsoft a fait quelque chose de plutôt pas mal, qui est la Kinect. Et la Kinect possède un filtre qui permet d'enlever le bruit environnement et où on arrive à 90%, voire quasiment 100%, entre 90 et 100% de reconnaissance vocale. Et donc toi, tu as moyen de te câbler en sortie de la Kinect? Il y a des API qui ont été livrées là-dessus ou... Oui, elles existent. Après, on rentre dans le monde Microsoft. Voilà, pour moi, la barrière s'arrête à la reconnaissance vocale, qui est un petit plus, je dirais, un petit plus par rapport à la gestion domotique générale. Je pense que la reconnaissance vocale aura plus d'utilité dans le monde du particulier que dans le monde de l'industrie ou de l'entreprise. Après, ça peut être très marrant de mettre au sein d'un intranet, de pouvoir programmer des messages. Et typiquement, par exemple, on pourrait imaginer un projet simple. On met Gina dans une salle de réunion d'une entreprise. Et dès qu'il y a une grossièreté qui est dit, hop, Gina intervient et dit: vous avez dit une grossièreté, merci de mettre 50 centimes dans le pot commun. Donc on peut après imaginer d'autres applications dans l'entreprise. Derrière, Sarah, justement, et le développeur de ce projet open source, est en train de travailler également sur de la reconnaissance faciale. Donc là, ça permet effectivement de pouvoir contrôler des accès de bâtiments. C'est-à-dire qu'une personne non autorisée qui rentre dans une zone d'un bâtiment quelconque peut faire que ça déclenche une alarme, envoyer un tweet ou envoyer un SMS au service de sécurité. Et donc la reconnaissance faciale permet d'éviter des alarmes et d'éviter un contrôle accru d'accès à des zones particulières d'un bâtiment. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer de détecter lorsqu'un de nos employés commence à monter un petit peu trop haut dans un arbre, par exemple, envoyer un message ou... Non, là, ce serait plutôt un tweet. un tweet d'alerte. Bon, petite question de Poppy. Merci, Gina. Alors, je vais encore avoir une question désagréable. Pourquoi faire ça sur un typo 3 ? Tout simplement pour pouvoir offrir une option, un accès supplémentaire à l'information dans le cadre de développement d'intranet. Et ensuite, pourquoi pas utiliser Typo 3 ? Finalement, aujourd'hui, on peut, sur des très gros bâtiments, gérer énormément de pages dans Typo 3. On peut gérer énormément de données et donc définir des zones. Et ensuite, se servir de toute la gestion des droits pour dire, par exemple, dans telle zone, l'administrateur de zone peut paramétrer la lumière. Donc je dis, je ne veux pas dépasser, on va dire 3000 lumens dans ma pièce, dans mon bureau. À partir de là, c'est rentré dans Typo 3, il peut faire des relevés de lumière et puis aller contrôler des ailettes de pare-soleil extérieur. Voilà, donc je pense que ça offre de nouvelles ouvertures dans le développement d'intranet. D'accord, mais à part la gestion des droits, il n'y a absolument rien dans Typo 3 qui est réellement utile par rapport à ce qui existe ailleurs. Moi, par exemple, avant que tu parles de Sarah, ça me paraissait plutôt une bonne idée de faire ça en Node.js parce que ça avait beaucoup d'avantages par rapport à Typo 3 qui est quand même extrêmement lourd par rapport à ce dont il y a besoin. Alors, on peut quand même optimiser Typo. Donc moi, je suis un fervent défenseur de Typo 3. Oui. Effectivement, le serveur Node.js est très très bien pour faire ses applis. Après, l'idée c'est de dire pourquoi pas avoir une fonctionnalité de gestion de bâtiment dans Typo 3 qui pourrait être une appli métier comme on peut en faire d'autres dans le CMS. L'idée, c'est toujours d'unifier les interfaces d'administration pour que le client n'ait pas 15 modules différents
devoir se loguer, déloguer, ou avoir un SSO, ou des présentations qui changent à chaque fois. Là, on centralise tout, mais effectivement, c'est faisable avec d'autres systèmes, hein, mais comme presque tout aujourd'hui, hein, il y a effectivement toujours des solutions alternatives. Mais de toute façon, si Nico voulait venir présenter sa conf, il était obligé de faire un truc avec Typo 3. Voilà. Juste une petite question. Jusqu'à combien de Raspberry Pi tu peux gérer et jusqu'à combien de, on peut dire, zones externes avec, pour prendre les températures, tu peux gérer avec une instance de type 3? Alors, de sondes externes, on peut en gérer jusqu'à 3 x 8. Donc ça demande quand même des circuits électroniques additionnels, hein. Mais on peut gérer 3 x 8, donc 24 sondes externes, en connecté en direct sur la partie intelligente qu'est le Raspberry. Et après, on peut mettre une infinité de zones de sondes en radiofréquence ou sur Wi-Fi ou sur réseau Ethernet. Après, de la même manière, pour tout ce qui est interrupteur numérique, ou rupteur de climatisation, ou électrovanne et autres, on a aussi un nombre limité. Mais après, on pourrait en piloter, je dirais, autant qu'on veut, à partir du moment où on utilise des registres qui permettent d'étendre, ou des choses comme ça. C'est la partie électronique qui va permettre d'aller plus loin, et plus la partie informatique. À partir du moment où on a une gestion... après, avec des web services qui appellent des scripts Python ou peu importe, des scripts shell ou ce que l'on veut pour pouvoir récupérer des valeurs ou contrôler des interrupteurs, lui, Typo 3, on crée autant de choses qu'on veut. À terme, Typo 3 ne doit pas tourner sur le Raspberry. Le Raspberry doit fournir des web services. Là, c'est parce que pour l'université d'été, Typo 3, c'est fun de faire tourner un Typo 3 sur un Raspberry. Mais ça s'arrête là. Sur un environnement de production, le Raspberry est un fournisseur de web services qui contrôle des puces Arduino ou pas, ou autre chose. Et Typo 3 est installé sur un serveur d'intranet, et puis on va rajouter, définir ses bâtiments et contrôler l'ensemble de ces objets. Alors moi, je vais peut-être te prendre un peu de cours, Laurent, mais vu que nous sommes à Polytech et que vous faites pas mal de trucs sympas aussi, est-ce que tu vois, toi, comme ça, là, à brûle pour point, un usage ou une interconnexion avec le système? Est-ce que vous pouvez faire ou développer au niveau de vos pôles d'ingénierie mécanique et autres? Ouais, bah, moi j'ai trouvé la conf très intéressante, hein, c'est pour ça que je suis descendu. Ça fait partie, on a dans la spécialité qui s'appelle instrumentation automatique informatique, on a mis en place de la pédagogie par projet où on fait des parcours avec les étudiants. Et c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles je pense qu'on va les faire travailler bientôt, là, sur de l'instrumentation intelligente. Moi je trouve que l'idée d'avoir dans un intranet la possibilité de faire aussi, comme tu le disais, une application métier, c'est une idée qui me paraît bonne, hein, plutôt que d'avoir tout un tas de dispositifs différents. On a une interface unifiée, et donc je trouve que c'est assez sympa comme mécanisme. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Félicitations à toi. D'autres questions? Qui n'a jamais rêvé que son ordinateur le salue le matin? Bonjour maître. C'est déjà fait. Nicolas, est-ce que tu as d'autres... est-ce que tu as des choses à nous montrer sur ce qui peut se faire déjà aussi comme objet connecté? Puisque maintenant qu'on a ouvert la grande parenthèse objet connecté, même si on n'est plus dans le cadre de Typo 3, c'est quand même intéressant, puisque c'est quand même une révolution qui est en train d'apparaître. Qu'est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu peux nous montrer d'autres choses, notamment fait aussi avec les Arduino? Alors là, j'ai pas grand-chose. Je vous invite à venir à Nantes pour ça. J'ai actuellement sonde de température, sonde de lumière, avec une puce Arduino pilotable, qui envoie des données en radiofréquence. Donc ça, c'est des petits objets assez simples. J'ai des objets un peu plus complexes, comme j'ai réalisé une music box, donc à base de Raspberry,
d'un écran LCD 24 par 16. Et cette Pi Music Box, il y avait plusieurs challenges. Un, de sortir un son à peu près convenable. Deux, de pouvoir lire ma liste Spotify. Et troisièmement, d'aller chercher l'ensemble de mes médias, qui soient sur mon iPhone via AirPort, qui soient sur mon NAS via le protocole DLNA, sur mon ordinateur via CIFS ou NFS. Donc voilà. Voilà un petit objet connecté assez simple. Donc il est pilotable à partir de mon iPhone. J'ai, peu importe le média où il est situé, j'ai mes playlists, je récupère l'intégralité de mes médias. Dès que j'en mets en lecture, ça s'affiche sur un petit écran qui défile, avec le morceau qui défile et sa provenance, enfin d'où il vient. Je me connecte aux bases de données pour récupérer les pochettes automatiquement et autres. Et donc sur mon iPhone, j'ai la musique qui passe avec la pochette du CD, et puis je peux naviguer tranquillement dans toute ma musique, peu importe la source. Je rajoute un morceau dans dans une de mes playlists Spotify, boum, il est automatiquement mis sur ma Pi Music Box. Ça, c'est un exemple, je dirais, plus personnel, mais assez concret d'objets connectés qui marche plutôt bien. Au niveau électronique, là, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande juste d'avoir un convertisseur USB flux PCM, le flux PCM étant le flux numérique audio, qui soit correct. Donc là, je suis parti sur une puce XMOS qui communique en I2C avec le Raspberry, qui envoie la musique, et puis ensuite j'utilise 3 autres ports GPIO pour pouvoir donner le clock d'horloge en fonction de l'encodage de mon fichier. C'est-à-dire si mon fichier est échantillonné en 44 000 kHz, j'envoie un clock à 44 000 kHz pour éviter les petits blocs ou les petits défauts de lecture. Et ensuite, derrière, XMOS, protocole, puce XMOS assez simple. Donc là, très peu d'électronique, puce commandée en Chine, 2 soudures sur le Raspberry et 3 autres soudures pour le clock et terminé. Bon, alors Nicolas, maintenant, moi j'ai un concept, j'ai envie de produire un objet connecté, développer une extension qui permet de le piloter avec Typo 3. Est-ce que toi, tu es en mesure, du coup, de fournir donc quoi, un prototype, c'est ça? Et ensuite, tu peux aussi piloter la production en masse? Ou comment tu envisages les choses, là, si quelqu'un te contacte pour un développement comme en grande échelle? Alors, en grande échelle, eh bien, on fera des partenariats avec des industriels, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre valeur ajoutée n'est pas forcément sur piloter des relais, même si là, on a un exemple d'une machine, avec, je peux vous montrer, ici, on a la partie conversion analogique numérique, c'est assez petit. Là, ici, on peut en brancher encore des sondes. D'ailleurs, j'ai dû débrancher un câble en tirant dessus. Ici, j'ai des relais qui permettent de piloter le 220 volts. Bon, ça, je dirais, à fabriquer de manière pseudo-artisanale, puisqu'il y a quand même... les circuits sont faits, les simulations sont faites. Mais après, le but, c'est de trouver un partenaire industriel pour faire le développement de cette partie-là. Nous, la valeur ajoutée, elle va être sur le développement et les interfaces web. Et donc de comment on va retranscrire le bâtiment, l'endroit, la zone ou la chose à modéliser. Là, typiquement, on a un autre projet d'objet connecté qui va bientôt se terminer. C'est quelque chose qui sert strictement à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez drôle. On a fait un tweeter d'ambiance. Donc un tweeter d'ambiance, c'est quoi? C'est je définis des règles en fonction du niveau de dB d'une pièce, du niveau de lumière et de la température qu'il fait dans la pièce. Ça envoie un Twitter pour dire l'ambiance est studieuse ou l'ambiance est festive ou il n'y a pas d'ambiance. Et ça envoie ça juste sur Twitter. Ça sert vraiment à rien, mais bon, ça peut être très drôle. Et donc, si on me demandait de développer, par exemple, cet objet-là connecté, on ferait faire la partie électronique. Aujourd'hui, il y a plein de gens en France, en Europe et même ailleurs qui, sur un circuit... électronique donnée, on lui demande j'en veux 50, voilà, on paye au coût et on a 50 pièces. Et donc ensuite il reste la mise en boîtier et la programmation à faire. Bon, d'ailleurs le tweeter d'ambiance aura une interface Typo 3 également, une extension pour pouvoir le piloter.
pour définir les règles, soit de déclenchement automatique ou de déclenchement régulier via tâche planifiée ou autre. Bon, comment on peut retrouver tout ça? Est-ce que tu as prévu de faire un site pour présenter les objets et puis nous tenir au courant? Donc sur Twitter, j'ai vu que tu tweetais depuis un petit moment, là, quelques mois, sur tes objets connectés. Donc comment on fait pour te suivre? Effectivement, c'est pas trop mal. Il va y avoir un site dédié sur la partie électronique et domotique. Comme d'habitude, on a les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'on fait les sites de nos clients avant de faire les nôtres. Donc là, aujourd'hui, ils sont en cours de création. Je pense qu'ils verront le jour cet été, tranquillement. Et là, on présentera l'ensemble des objets connectés. Donc il y aura une partie des circuits qui seront mis en open source. Une autre partie, non, pas forcément. Pareil pour la partie code. La majeure partie, je dirais, des choses seront publiées. De toute façon, là, sur ce que je vous ai présenté, il y a très très peu de choses inventées. C'est de l'assemblage de choses qui existent déjà. Il y a quand même 2-3 choses sympas. Il n'y avait pas d'extension Typo 3, il n'y avait pas de gestion de graphe dynamique, de choses comme ça. Des systèmes de relevé multi-réseau, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer par radiofréquence, Wi-Fi ou Ethernet, enfin tout ce qui est TCP/IP ou RF. Là, je fais également des tests pour faire de la communication par infrarouge, pour vraiment m'ouvrir toutes les portes. Bon, voilà, donc là il y a un peu, et donc la partie création au niveau électronique sera republiée de toute façon. C'est sûr, il y aura un blog, plus les circuits électroniques seront publiés sur GitHub. Après la partie logicielle, l'extension Typo 3 va être publiée. Là, elle est développée actuellement avec Pibase, donc il faudra la refaire en EXTBase et fluide, mais elle est déjà en cours. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est essentiellement du temps, puisque le prototype, voilà, quand on est dans une entreprise, n'est pas du temps facturable, et malheureusement, il faut bien manger à la fin du mois. Donc on essaye de faire ça, je dirais, dès qu'on a des moments, de développer ce type de choses. L'objectif, c'est d'avoir une solution effectivement commercialisable à un moment donné pour 2014. Merci beaucoup Nicolas. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau parce que là vraiment c'est assez exceptionnel. Puis d'avoir eu le courage de faire la démo live aussi avec les risques que ça, c'est pas donné à tout le monde, bravo. Alors du coup on est un petit peu en avance. Je vous propose de, pourquoi pas, faire un petit débat sur les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à propos de Typo 3, d'électronique, d'extension, de version, plein de choses. Elle parle toute seule. Tout à l'heure, elle voulait rien comprendre. Maintenant, elle comprend plein de choses. J'ai bien compris que le but, c'était pas de faire tourner le typo sur le Raspberry à terme, c'est d'avoir un typo centralisé et que les Raspberry soient plus des interfaces physiques déportées sur le réseau. Mais au niveau des performances, le Typo 3 sur un Raspberry, ça tourne bien. Ça tourne correctement. Après, faut pas en faire une application de production, hein. Si on veut vraiment le faire tourner, il faudrait 4 Raspberry pour être vraiment bien. Maintenant, là, il tourne. Bon, il est minimisé, hein, à fond. J'ai des temps de réponse qui sont corrects. Voilà. Après, on a 512 mégas de mémoire vive et 700 MHz. Et une des choses qui fait qu'il tourne bien, il faut bien choisir une bonne carte SD avec un débit de lecture-écriture assez élevé. Ça sera toujours plus petit qu'un disque dur, hein, mais si la carte SD sort du 2 mégaoctets secondes, MySQL va avoir beaucoup de mal. Par contre, si on a une carte qui sort 10 à 15 mégaoctets secondes en lecture-écriture, ça tournera un petit peu mieux. D'accord. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer certaines petites entreprises qui auraient besoin, par exemple, d'un intranet, qui n'ont pas forcément les moyens ou l'équipement pour héberger un serveur, parce qu'il faut des racks, des choses comme ça. Pourquoi pas faire tu parlais de Music Box, pourquoi pas une Typo 3 box avec le Typo 3 préinstallé. En gros, on met la prise de courant, on met la prise réseau, et puis on aurait l'intranet de la boîte préconfigurée.
Est-ce que ça te semblerait faisable, même si c'est pour 20 utilisateurs, une petite PME, voilà. Oui, je pense que ça serait faisable. Peut-être avec 2 Raspberry. Un pour MySQL et un autre Ouais. pour le Typo 3. Ça rentrera dans la boîte. Voilà, ça rentrera dans la boîte. Et un disque dur. D'accord. Pas forcément de la carte SD. Pour des problèmes de place plus que de performance, peut-être. Non, des problèmes de perf. La place, aujourd'hui, on a des SD de 64 Go. Ouais. Il y a peu d'intranet qui dépassent les 30 Go. D'accord. C'était une idée. Mais ça pourrait vraiment marcher, hein, sans trop de soucis. Après, il ne faudra pas demander non plus des milliards de traitements et des milliards de requêtes. Et autre chose, hein, de développer sur Raspberry, ça force la première chose, c'est on fait plus de select étoile. On va sélectionner vraiment les champs dont on a besoin. Et on n'oublie pas de faire un MySQL free à la fin, parce que sinon, ça baisse en perf. Et à l'identique, quand on fait du templating, soit avec Fluid, soit avec PBase ou avec n'importe quoi, on optimise la lecture de ces fichiers. Donc tout le développement que l'on fait sur Raspberry oblige à faire forcément quelque chose de propre. Parce que si on fait quelque chose qui n'est pas propre, eh bien c'est lent. Ça va s'exécuter, ça va pas planter, hein. Il peut même y avoir 10 utilisateurs. C'est juste que la préparation de la page met 3 à 4 secondes. Alors, n'hésitez pas aussi à poser d'autres questions, hein, même en dehors de cette... je suis là aussi pour y répondre, même vis-à-vis d'autres conférences que j'ai pu donner ou des questions que vous pouvez avoir sur Typo 3. On peut faire une petite forme de débat, questions-réponses entre nous. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous voulez évoquer un sujet particulier. On a un petit peu de temps. Profitez-en. Est-ce qu'il y en a qui ont installé Neos du coup dans la salle suite à la fois précédente? T'as essayé, Guillaume? T'as pas... J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Ouais. Il aurait fallu pouvoir organiser du coup le petit atelier avec Christian. Hein? Ah oui? Je vais couper le live. C'est bien diffusé. Gina, insulte-le. Merci Gina. Il n'y a tellement pas d'amis qui s'est développé une interface électronique. Non, c'est une interface qui insulte, pas moi. Hein. Gina, insulte-le. Gina, insulte-le. Voilà. Hop. Bon, on est entre nous, j'ai coupé le live. Non, c'est pas grave. Comme ça, on peut poser des secrets, des questions secrètes. Intime. Qu'est-ce que tu fais avec Gina? Gina peut faire beaucoup de choses. On imagine avec quelques outils que tu branches sur GPI.io. Oui. Donc. Je pense qu'il a eu l'idée, mais il a peut-être même fait déjà des trucs bizarres. Plus rapide, Gina. Ah, moi, non, pas du tout. Ok. Nicolas, c'est juste Le une live question. est bien coupé, hein. Juste une question. Est-ce que, par exemple, est-ce que ton extension elle est assez abstraite pour pouvoir n'importe quel en gros outil qui va détecter un signal et un autre outil qui va lancer quelque chose? C'est-à-dire que je veux dire que est-ce qu'on peut utiliser ton extension ou peut-être en futur pour brancher n'importe quel élément on peut dire électronique, et définir les logiques d'un Typo 3. C'est-à-dire que j'imagine, je suis sysadmin, et imaginons, je veux pointer en détection de quelque chose, sélectionner quelque chose. Par exemple, dans mon script, je voudrais par exemple avoir la possibilité de configurer facilement, soit via interface 3, soit via
Par exemple, si j'ai trop de trafic sur un site lambda, les alertes rouges partout se déclenchent et attention, Alors, l'extension, oui, elle est assez libre, puisqu'il y a à chaque fois, il y a 3 modes de configuration d'un élément. On a un premier mode qui est de mettre en dur l'ID du GPIO utilisé, qui peut faire office d'interrupteur ou autre, de pouvoir attaquer via un web service. Donc là, je fais un web service qui fait n'importe quoi sur un autre objet connecté qui n'existe pas encore, mais qui existera certainement demain. Et la troisième possibilité, c'est directement de mettre une commande shell. C'est un niveau plus. Si ici on regarde, je veux attacher, par exemple, on va prendre, on va rester sur la salle de conférence. Dans cette salle de conférence, je veux créer une nouvelle pièce. Ben, je vais créer une nouvelle pièce. Je crée une pièce, on va l'appeler fond de l'amphithéâtre. Fond de l'amphi. Consommation totale, bon là, on va dire, allez, ça consomme 100 watts. C'est utile, pourquoi? Parce que derrière, ça fait la mesure réelle et la mesure virtuelle. Surface, 10 mètres carrés, non, ça fait plus. Allez. 30 mètres carrés. Descriptif, blabla, hein, on peut mettre tout ce qu'on veut en texte. J'enregistre cette nouvelle pièce-là. Ah, j'ai une nouvelle sonde ici. Bon, j'ai cette nouvelle sonde qui n'existe pas encore. Bon, c'est une sonde, hein, c'est une photorésistance avec une résistance. Ça fait, pour ceux qui font un peu d'électronique, ça fait un pont diviseur en fait, de tension. Et donc je mesure la tension qu'il y a entre 2 points. Donc à un moment, j'alimente mon port avec 3,3 volts. Et je vais regarder en fonction de la variation de lumière ce qui se passe sur le point de milieu entre ma résistance connue et ma résistance variable. C'est pour détecter le niveau de lumière. On va le brancher. Donc voilà, j'ai défini cette zone fond de l'amphi. Là, je vais créer une nouvelle sonde. Donc je vais créer une nouvelle sonde. Cette sonde-là, je vais la brancher. Donc j'ai plusieurs interfaces possibles. J'ai le web service, la commande ou la DC NUM. Donc la DC NUM, c'est un port analogique qui est sur l'interface. Il n'existe pas. Donc là, on va prendre ce port analogique. C'est où? Sur Raspberry Pi ou sur ta carte d'extension? Là, c'est sur le Raspberry. Ok. Si c'était sur une carte d'extension, je pourrais utiliser le web service pour aller voir ailleurs. Donc là, on va aller sur fond de l'amphi. On va dire que ce que je veux mesurer, c'est une tension brute. Je ne vais pas m'embêter. Hein. Et tu peux rajouter des types de sondes supplémentaires aussi dans ton extension? Oui, je peux rajouter des types de sondes et définir une formule de calcul. Ça marche. C'est-à-dire qu'une sonde, forcément, elle a une formule de calcul. Une sonde de température, par exemple, elle va osciller entre donc, 0 et plus 3,3 volts, mais à 500 millivolts, ça veut dire que je suis à 0 degré, puisque elle mesure de moins 50 degrés à plus 100 degrés. Donc, du coup, ma formule de calcul, elle est assez simple. Hein. C'est la tension en millivolts moins 500, multiplié ou divisé par 10, je ne sais plus. Ok. Voilà, donc là, je peux mettre la formule de calcul. Une sonde de lumière, c'est une formule du type f de x égale exposant de x plus b moins c. Je pense que c'est un peu trop technique, peut-être. Enfin, donc, on peut spécifier les formules de calcul en plus des sondes. Donc là, on va prendre une sonde de tension brute. Je vais lui dire que je vais la brancher sur un port analogique. On va regarder sur quel port on va la brancher. Un port qui s'est débranché. Sinon, on peut rester sur le niveau des type 3. Je branche ma sonde. On va dire on va utiliser le port 6. Dans le port 5, ce sera plus facile. Voilà. J'ai une sonde de température, une nouvelle sonde de lumière. Je vais quand même vérifier hein, qu'elle marche bien. Donc elle est sur le port 6.
Donc là, j'ai développé un petit script Python dans mon back-office. En fait, j'ai fait toute une partie en Python qui gère toute qui fait la conversion analogique numérique, qui initialise le convertisseur, qui dit sur quel port j'appuie, etc. On a dit qu'on l'avait branché sur 6. 5. Donc on va regarder. Bon, a priori, j'ai pas dû rebrancher le bon port GPIO. Ouais, là, il repère plus. Donc, mais bon, globalement, je crée, je lui dis ici que c'est le port numéro 5. Je lui dis si je veux backuper ou pas pour pouvoir faire du graph et de la sauvegarde. BKP, c'est quoi? C'est les statistiques? Non, ça me sauvegarde dans le temps l'intégralité de mes données. Maintenant. Voilà, à partir du moment où je dis que je la backup, je peux aller créer un point d'entrée dans le scheduler de type O3 pour pouvoir dire toutes les 10 minutes merci de me faire une sauvegarde de données. Un tableau de relevé isométrique. Donc statistique. Voilà. Là, j'ai attaché, j'ai créé une nouvelle sonde de température. Cette sonde-là, ça m'a rajouté donc une pièce avec une sonde. Voilà, quand je dis c'est un peu long, c'est un peu long. Hein. Et par exemple, si tu veux rajouter un centre d'humidité, c'est possible de faire aussi via backend. Tout Pas de est souci. aussi simple. En fait, là, si je veux rajouter une sonde d'humidité, je vais définir un nouveau type de sonde. Donc là, je vais définir un nouveau type de sonde. Donc là, La formule que tu as dit, oui. généralement, les sondes d'humidité, c'est toujours quelque chose comme ça. Hein. C'est du style demar value moins A, quelque chose, multiplié par B, donc j'en sais rien, moi, moins 100, multiplié par 10. Voilà. Le symbole, enfin l'unité. L'unité, je sais pas, Puis là, si je veux lui mettre une petite image pour le graphe, bon, je sais pas si je suis très riche en images. Hein. Bon, on va dire que j'ai pas d'image, c'est pas grave. Hop. Là, j'ai créé un nouveau type de sonde. Et est-ce qu'il y a des, on peut dire des possibilités? Donc on a des sondes et est-ce qu'il y en a des outils, par exemple les lumières, Oui. C'est des switchers. Donc là, si par exemple, dans ma pièce là que j'ai créée qui s'appelle fond d'amphi, j'ai une tension brute avec un graphe puisque j'ai backupé et ici j'ai une sensor. Oui. Je vais pouvoir créer ici un switch si j'ai envie. Tu peux rajouter aussi. Je vais créer un switch, donc un nouvel interrupteur. Pour le nouvel interrupteur, je vais l'appeler. Ça peut être une lampe. Voilà, on va dire chauffage. Allez, hop, je définis ma pièce, fond de l'amphi. Ici, je vais dire que qu'on va faire passer une commande. Non, GPIO. Voilà, GPIO, on va utiliser le. Out, on va prendre le 6. Voilà. Sinon, j'ai web service pour lire. Là, les intitulés sont pas bons, hein, mais c'est la commande shell pour lire, éteindre, allumer. Donc l'état 0, l'état 1. Donc il y a 3 états à chaque fois. Et pour le GPIO, là, je lui mets 6. Voilà, je vais rajouter un switcher. Ok, donc par exemple, est-ce qu'on peut faire une règle, genre si l'unité est très importante, je ne sais pas, plus de 80%,
on lance les chauffages. C'est en cours de développement. Ok, donc lier les sensors et les interrupteurs. C'est ça. Ok. Et ensuite, il y a deux types d'interrupteurs. Il y a l'interrupteur à état 1-0 et l'interrupteur analogique, le variateur en fait. Ça marche. Merci. C'est Nicolas. Ce que tu fais, c'est systématiquement du get. Est-ce que tu as moyen de recevoir de manière passive des sons? C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, au lieu de te retrouver à vouloir aller checker toutes les 5 minutes si la température est bien en dessous de 50 degrés, que la sonde te prévienne quand ça dépasse 50 degrés. On ne pourra pas le faire en PHP. Tu peux pas t'amuser à avoir dans ton extension une API et après, du coup, tu attends. Si, mais dans ce cas-là, je serais obligé de faire du JavaScript avec un setTime qui regarde en permanence. Si ta sonde si tu fous un peu d'intelligence dans ta sonde et que celle qui est capable de te prévenir, est-ce que ton extension est capable de récupérer l'info comme ça? Ah bah alors, dans ce cas-là, oui. Ce que je fais, c'est tout simplement en Python. Elle observe, la sonde observe, et dès qu'il y a dépassement d'une certaine température, elle envoie un message. Le problème, c'est si tu as énormément de pièces à surveiller. Si, mais c'est là où ce que disait Poppy tout à l'heure, Node.js pour ça est plutôt pas trop mal. Alors, là, je vais regarder en fait une plateforme qui s'appelle HipHop, qui est la machine virtuelle PHP développée par Facebook et qui permet justement de créer des runtime sur des file blocks ou des dev blocks. Et dans ce cas-là, effectivement, là, j'ai un truc qui tournerait en runtime et qui serait capable de recharger tout ou partie de la page en fonction de ce que reçoit le système. Maintenant, ça c'est dans théorie, j'ai pas du tout le temps de pousser encore cette partie-là. Et dans ce cas-là, effectivement, je pourrais renvoyer à mon client, par diverses méthodes, je pourrais renvoyer à mon client une donnée, lui forcer à recharger une page. Sinon, il reste toujours le JavaScript pour faire ça et l'Ajax, qui marche bien. Sinon, tu peux faire un prompt avec une intensité 1 seconde, 2 secondes, ça va marcher très bien aussi. Oui, mais c'est plus du vrai synchrone, c'est du pseudo. Faut mieux que ça soit la sonde qui dise quand elle a atteint une valeur. Mais de toute façon, il y aura forcément un programme avec un runtime derrière qui lit ce que ça fait et qui envoie le message. C'est aujourd'hui ce que font... je parlais des objets connectés qui pilotent un écran, justement. Là, c'est ce que ça fait en permanence. Ça regarde deux paramètres système. Ça regarde mon écran, puis ça regarde ce que fait... entre autres, là, j'utilise MPC avec MPD Server pour pouvoir lire la musique. Et dès qu'MPC change, il envoie une information au système. Moi, je récupère et je mets à jour l'écran. Et mon programme tourne en permanence, sans consommation de pros et de mémoire. Ok, on va arrêter là, puisqu'il va falloir que j'installe les vidéos là, pour les projeter pendant la pause. Bon, bah écoutez, donc pause café, et puis revenez rapidement, là, dans 10 minutes, ce sera prêt. A tout de suite.